que vous m'entendez? Donc bonjour à tous, juste pour resituer le poids de l'agroalimentaire dans l'économie de Champagne-Ardenne et en particulier au niveau des exportations, puisque en 2011, l'export de produits agroalimentaires en Champagne-Ardenne, c'est 3,2 milliards d'euros. Donc c'est 36% des exportations régionales. Alors bien sûr, on intègre le champagne dans ces chiffres, mais ça vous donne une idée de l'importance de l'agroalimentaire dans notre balance commerciale en région. Et la filière emploie 12 500 personnes au niveau régional. Voilà. Donc dans le cadre de CCI International Champagne-Ardenne, une équipe de 8 conseillers dans la région accompagne les entreprises dans leurs projets à l'international. Et puisqu'on a une approche sectorielle, donc je suis en charge d'accompagner les entreprises dans leur agroalimentaire dans leurs projets internationaux. Pour parler de la filière, on travaille en collaboration avec notre partenaire, le Club I3A, qui anime et fédère les entreprises de la région en Champagne-Ardenne. Et bien sûr, on intervient au sein de l'équipe de France de l'export, donc avec nos partenaires traditionnels que sont UbiFrance et Sopexa pour les actions à vocation agroalimentaire. Et pour passer la parole à Camille, je dirais que notre conseil, c'est toujours de dire aux entreprises, si vous voulez réussir à l'export, vous devez de vous engager dans une démarche pérenne et structurée. Et donc, par structuré, c'est-à-dire que vous devez bien intégrer tous les aspects réglementaires qui sont nécessaires pour exporter, d'où le sujet du jour. Voilà. Merci, Monsieur Rodic. Je passe la main donc à Camille Elmer de l'ANIA. Les conséquences pratiques sur l'étiquetage des produits agroalimentaires, justement, quelles sont-elles? Alors, il y a plusieurs obligations en termes d'étiquetage et nouvelles obligations puisqu'on fait face à un nouveau règlement qui a été adopté en novembre. Alors avant d'aborder le vif du sujet, quelques mots sur l'ANIA. Qu'est-ce que l'ANIA ? C'est une association loi 1901 qui a été créée en 1968 et qui ne regroupe pas des entreprises mais des fédérations nationales sectorielles et des fédérations régionales auxquelles adhèrent les entreprises qui viennent ensuite participer au groupe de travail de l'ANIA. Quelques mots sur le secteur agroalimentaire, c'est bien que ce ne soit pas le seul exportateur. C'est le premier secteur industriel en France, avec un chiffre d'affaires de 143 milliards en 2010, plus de 10 000 entreprises, dont 90% de PME. Il faut rappeler aussi que c'est le deuxième secteur industriel employeur en France, le premier partenaire du milieu agricole et au niveau de l'export, le quatrième exportateur mondial, donc un fort secteur exportateur. L'ANIA alors, ne représente pas que les produits finis, mais toute la filière des produits alimentaires intermédiaires, les boissons et évidemment les produits finis. L'ANIA travaille sur 6 grandes thématiques, sur 6 priorités, dont l'alimentation et la santé, le développement durable, les relations industrie-commerce, les relations avec le monde agricole, la politique sociale et la compétitivité et l'économie qui intègrent bien sûr tous ces aspects export que Nicolas vient d'expliquer. Alors en ce qui concerne l'étiquetage, en 2008, la Commission européenne a proposé une refonte des textes existants en fusionnant 2 directives qui encadraient l'étiquetage nutritionnel et l'étiquetage général à l'intérieur d'un règlement de manière à harmoniser les pratiques puisque les règlements n'ont pas besoin d'être transposés en droit national et donc ne font pas l'objet d'interprétation normalement au niveau national. Donc son objectif était bien une harmonisation et aussi une simplification des règles pour que les entreprises soient plus maîtres de leur étiquetage et comprennent plus facilement la réglementation. Je ne sais pas si l'objectif a été atteint, mais en tout cas, nous avons un nouveau texte qui a été adopté donc, le 22 novembre dernier par le Parlement européen et les États membres, puisque dans le cadre de la procédure de codécision, ces 2 instances européennes devaient se prononcer et adopter le texte. Et il est entré en vigueur le 13 décembre dernier. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire depuis le 13 décembre, mais il est entré en vigueur, c'est-à-dire que les entreprises peuvent commencer à se l'approprier.
Justement, je vous coupe, Camille. Oui. Est-ce que vous qui êtes au contact des entreprises au quotidien, elles se sont préparées, elles ont intégré cette nouvelle réglementation ? Alors, ça fait 3 ans que l'ANIA suit le sujet avec les entreprises, disons, leaders sur le marché, mais on essaye de sensibiliser aussi les plus petites via les fédérations régionales notamment. Et donc, je pense que les entreprises ont été sensibilisées. Maintenant, elles n'ont pas commencé à appliquer concrètement le texte parce que c'est beaucoup de changements et vous allez voir, c'est aussi beaucoup de questions. Aujourd'hui, on n'est pas à même de répondre à toutes les questions. Donc le conseil que l'ANIA donne pour l'instant, c'est ne faites rien. Sensibilisez-vous au texte, aux nouvelles obligations, mais ne changez pas vos étiquetages tout de suite. Donc en termes de mesures phares que je retiens du texte, il y en a beaucoup, mais j'ai fait un focus sur 3 parce qu'évidemment on ne peut pas tout détailler en une demi-heure. Donc 3 mesures phares qui vont impacter les étiquettes et qui vont nécessiter des reformulations en termes d'étiquetage. D'abord en termes de lisibilité, une taille minimale des caractères a été définie. Sur l'origine, eh bien, de nouvelles obligations en termes d'indication de l'origine vont être mises en place. Et enfin la mesure qui est la plus importante certainement, c'est l'étiquetage nutritionnel qui va devenir obligatoire. Alors, en quelques mots, juste quelles denrées ça concerne ? Ça ne concerne pas toutes les denrées, presque, seulement les denrées préemballées qui sont destinées au consommateur final, mais aussi aux collectivités, type restaurant, cantine, école, hôpital. Donc, toutes ces denrées qui sont remises à un moment au consommateur final avec un emballage sont concernées par les mesures que je vais vous détailler ensuite. Pour le préemballé, eh bien, il n'y a pas d'obligation, à part celle d'indiquer désormais les ingrédients allergènes, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Et l'étiquetage nutritionnel n'est pas obligatoire, il est volontaire, mais il est strictement encadré. On est quand même obligé de se conformer aux dispositions du texte si on décide de faire un étiquetage nutritionnel. Alors, en ce qui concerne la taille minimale, je vous disais, au niveau des caractères, les entreprises vont devoir se conformer à une taille de caractère de 1,2 mm. Ça ne semble pas très grand et pourtant, ça va nécessiter des étiquettes nouvelles pour beaucoup de cas puisque la taille qu'on a constatée en moyenne, c'est plutôt 1 mm jusqu'à présent. Donc, ça va nécessiter des refontes des étiquettes. Alors, il y a une exception pour les plus petits emballages, dont la face la plus grande est inférieure à 80 cm², la taille sera de 0,9 mm. Et cette taille, ça concerne toutes les mentions obligatoires, notamment la déclaration nutritionnelle. Et ça, c'est important, c'est quelque chose que les entreprises n'avaient pas forcément intégré pendant les discussions de ces 3 dernières années. Le tableau que je vous présenterai ensuite devra bien apparaître dans cette taille minimale de caractères, ce qui n'est pas sans conséquence, puisque vous allez le voir, le tableau comprend un nombre de nutriments bien plus important que ce qui existe aujourd'hui. Camille, je vous coupe. Alors, oui, ça veut dire que toute la liste que l'on voit doit tenir dans ces 1,2 mm. Tout à fait. Vous avez fait des tests ? On a fait beaucoup de simulations. C'est une taille raisonnable ? Cette taille est raisonnable, excepté pour les petits emballages qui sont un petit peu plus grands que ce que la Commission a retenu comme taille, 80 cm². Au niveau des simulations qu'on avait faites avec les professionnels, on aurait préféré une taille de 100 cm² qui permettait d'exclure un plus grand nombre de produits. Cela dit, je pense qu'on s'y conformera. Il y aura moins de place pour les allégations, disons, marketing. D'accord. Alors pour tout ce qui est tout ce qui est allergène, il y a une nouvelle obligation aussi, donc la taille minimale bien sûr, mais une mise en relief particulière. Le texte indique qu'il ne suffit pas de mentionner la présence d'allergènes, il faut aussi en plus les mettre en relief. Elle ne dit pas comment. La liberté est laissée aux opérateurs. On peut imaginer, par exemple, de mettre ces allergènes en gras, de les souligner, de les mettre dans une couleur différente. Là, l'opérateur est libre de choisir quelle mise en relief il voudra faire. Alors pour ce qui est de l'origine, eh bien là beaucoup de changements. Pour ce qui est de l'origine de la denrée, là on reste à ce qui existe actuellement, sauf pour certaines denrées. C'est-à-dire que l'origine de la denrée, pizza fabriquée à tel endroit, tel produit fabriqué à tel autre, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, sauf s'il y a risque de tromperie du consommateur. Là, c'est à l'opérateur de décider s'il va indiquer l'origine ou pas. Il est obligé de le faire s'il y a un risque d'induire le consommateur en erreur. Pour les viandes, vous savez que l'indication de l'origine était obligatoire pour le bœuf. Eh bien, cette obligation est étendue à d'autres types de viandes, le porc, le mouton, la chèvre et les volailles. Donc, une extension de l'obligation. La Commission a considéré dans sa proposition qu'il n'y avait pas de raison que cette mention ne concerne que le bœuf et qu'il
c'était justifié de l'étendre à tout type de viande. Pour ce qui est de l'origine des ingrédients, c'est là où la nouveauté est la plus importante et c'est là où les questions sont les plus nombreuses, puisque la Commission a introduit une nouvelle disposition qui est un peu complexe. J'essaye de la simplifier. Alors, sur les ingrédients primaires, elle dit qu'est-ce qu'un ingrédient primaire dans un premier temps ? C'est un ingrédient qui constitue plus de 50% d'une denrée ou un ingrédient qui est habituellement associé à la dénomination de vente et qui est notamment cité, par exemple, dans la dénomination de vente. Si on essaye de prendre un exemple, c'est difficile, mais un ingrédient qui constitue plus de 50%, là c'est facile. On peut, dans un yaourt, ça va être le lait, c'est assez facile d'imaginer. Pour ce qui est habituellement associé à la dénomination de vente, pour un yaourt aux fruits, par exemple, on va imaginer que le lait va être l'ingrédient qui a plus de 50% et que les fruits vont être ceux qui sont associés à la dénomination de vente pour le consommateur. Donc sur ces ingrédients, il y a de nouvelles obligations à 2 conditions. Si l'origine de la denrée est étiquetée, si vous indiquez yaourt fabriqué à tel endroit, eh bien, vous allez avoir des obligations sur l'origine de l'ingrédient primaire si cette origine est différente de celle de la denrée. Vous indiquez yaourt fabriqué en France avec du lait qui a une autre origine et des fruits qui ont une autre origine que la France, alors vous devez donner l'origine des ingrédients primaires. Donc là, dans mon exemple, qui n'est pas forcément réaliste, du lait et des fruits. Ou alors, vous pouvez indiquer lait et fabriqué avec du lait et des fruits d'une origine différente de celle du yaourt. Concrètement, ça soulève plein de questions auxquelles je ne peux pas répondre, auxquelles la Commission européenne ne peut pas répondre, puisqu'elle travaille en ce moment à des actes d'exécution qu'elle doit adopter avant décembre 2013. Donc dans les 2 années à venir, elle va devoir expliquer via des actes d'exécution comment appliquer cette disposition pour que les opérateurs puissent prendre la pleine mesure de cette nouvelle obligation. Alors en termes de questions, je vous le disais, on s'en pose plein. Quel impact pour tout ce qui est mention d'origine, type recette, race également, variété, tout ce qui est raison sociale, des entreprises utilisent des mentions géographiques dans leur raison sociale. Donc plein de questions sur est-ce que le fait d'avoir une marque Montblanc, par exemple, ça implique des obligations en termes d'indication de l'origine. La réponse de l'ANIA, c'est non. On espère que ce sera repris tel quel par la Commission européenne. Des questions aussi sur l'origine, de quelle origine pour quel ingrédient. Sur un biscuit, est-ce que je dois donner l'origine de la farine ou l'origine du blé ? Sur une pizza, est-ce que je dois donner l'origine de la sauce tomate ou de la tomate ? Des questions, je vous dis, auxquelles je ne peux pas répondre pour l'instant. Et la dernière question qu'on se pose, elle est importante pour tout ce qui est marque régionale. Est-ce que si je donne une origine de la denrée au niveau régional et que l'origine de l'ingrédient est bien la France, mais pas la région, est-ce que ça implique une obligation ? Je dis origine Champagne-Ardenne avec un produit qui est français, mais pas de Champagne-Ardenne. Est-ce que ça va impliquer une obligation en termes d'indication de l'origine ? Pour l'instant, la réponse des fraudes locales de l'administration française est de dire non, si l'origine est la France, on n'a pas à indiquer l'origine de l'ingrédient. Mais oui. Il y a une question qu'on avait abordée lors d'une précédente réunion qu'on a animée ensemble, c'était cette notion aussi de transformation de l'ingrédient. C'est-à-dire que l'ingrédient, enfin il y a l'origine de l'ingrédient, mais il y a aussi cette notion de transformation. Tout à fait. Voilà, ça inclut la question de savoir est-ce que si je dois indiquer l'origine de la farine ou du blé, avec du blé qui ne viendrait pas de cette région, mais de la farine transformée dans la région, quelles conséquences en termes d'étiquetage, comment étiqueter. Donc toute une série de questions qu'on espère voir résoudre de manière simple et applicable d'ici décembre 2013. Sur l'origine, les mesures ne sont pas terminées puisque la Commission va devoir rendre plusieurs études d'impact avec peut-être des extensions d'obligations pour les entreprises. D'ici 2013, elle va rendre un rapport sur l'étiquetage de l'origine de la viande quand elle est utilisée comme ingrédient. Je vous disais que l'origine de la viande doit être étiquetée, mais seulement quand elle est vendue à l'état quasiment brute, je dirais. Mais quand elle est utilisée comme ingrédient dans un plat transformé, il n'y a pas d'obligation. Là, la Commission va rendre un rapport pour dire est-ce que c'est pertinent ou pas d'étendre cette obligation à la viande en tant qu'ingrédient. Elle va rendre aussi toute une série de rapports d'ici 2014 sur l'indication de l'origine de plusieurs denrées. C'est beaucoup de rapports
qui inquiète les opérateurs, puisque le rapport portera alors sur les autres types de viande que sel, ça concerne très peu de produits, mais sur le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers, sur tout ce qui est denrées alimentaires non transformées, sur tous les produits qui ne contiennent qu'un seul ingrédient, et enfin sur tous les ingrédients qui constituent plus de 50% d'une denrée. Donc un grand champ de produits concernés, avec peut-être à la clé de nouvelles obligations pour les opérateurs qui sont évidemment inquiets, en tout cas regardant sur ce qui résultera de ces rapports. Alors sur l'étiquetage nutritionnel, eh bien, donc, je vous le disais, la nouveauté la plus importante, c'est que ce tableau va devenir obligatoire pour toutes les denrées préemballées. Alors il y a quelques exceptions qui sont prévues pour les tout petits emballages. Alors cette fois-ci en dessous d'une taille de 25 cm². Et ensuite on a une annexe qui exempte toute une série de denrées. Donc là j'ai donné quelques exemples, les eaux, les plantes aromatiques, épices. Camille, je vous coupe. 25 cm², ça représente quoi comme type de produit Alors pour l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est tout ce qui est tablette de chewing-gum. Donc c'est vraiment très petit. D'accord. Et tout ce qui est, alors les boissons alcoolisées, titrant plus de 1,2% d'alcool, sont également exemptées. Le champagne est exempté des obligations que je vais détailler après. Alors voilà le nouveau tableau tel qu'il sera. Je ne sais pas si vous pouvez voir correctement. Le tableau tel qu'il devra se présenter dans les années à venir, avec 7 nutriments qui deviennent obligatoires. L'énergie, les graisses. Alors les graisses sont en fait les lipides qui ont été traduites par graisse désormais. Les acides gras saturés, les glucides, le sucre, les protéines et le sel. Le sel qui est en fait le sodium, le nutriment sodium qui est devenu sel. Donc, de manière obligatoire, ces nutriments devront apparaître sur l'étiquetage par 100 grammes 100 millilitres pour faciliter la comparaison par le consommateur. De manière volontaire, d'autres informations, l'étiquetage à la portion, l'étiquetage en pourcentage des apports quotidiens de référence, quand vous indiquez au consommateur que la denrée couvre tant de pourcents de vos besoins, cela sera volontaire. De manière volontaire, vous pouvez aussi donner d'autres nutriments qui sont listés là. Bon, je ne vais pas tous les détailler. Les vitamines et minéraux, bien sûr, les fibres, et puis d'autres types de nutriments. En dehors de cette liste exhaustive, on ne peut pas faire d'informations sur d'autres nutriments. Par exemple, les oméga 3 ne figurent pas, donc pas d'étiquetage des oméga 3 à titre volontaire, excepté en cas d'allégation. Ça, c'est très important, puisque jusqu'à présent, il y avait une possibilité de donner des nutriments sans que ce soit aussi strictement encadré. Là, désormais, ce sera assimilé à une allégation nutritionnelle qui doit se conformer au règlement allégation. Donc voilà ce qui pourra se faire à titre volontaire, à titre obligatoire. Alors en termes de présentation, il y a de nouvelles obligations qui apparaissent. Alors la proposition initiale de la Commission, c'était de dire que le tableau nutritionnel doit être en face avant. Les États membres et le Parlement européen ont décidé que ce n'était pas pertinent, que ce qui comptait, si les opérateurs étaient d'accord avec cette idée, ce qui compte, c'est que l'information soit là. C'est déjà une innovation que ça devienne obligatoire. N'imposons pas en plus un champ visuel principal de manière systématique. Donc la Commission a dit, très bien, alors un tableau, dans le même champ visuel, évidemment, on ne va pas mettre l'énergie à un endroit, les acides gras saturés à un autre, les lipides, le sel à un autre. Il faut que ce soit dans un même tableau. On peut faire un étiquetage à la portion à condition d'indiquer le nombre de portions dans l'emballage et de quantifier la portion. Donc dire qu'une portion de tel produit, c'est 100 grammes, 50 grammes, etc. Et enfin, lorsqu'on indique les apports quotidiens de référence, donc ce que je vous disais, la portion vous apporte complète tant de pourcents de vos besoins, il faut indiquer que les besoins qui sont pris en compte, ce sont ceux pour un adulte type. Ça, c'est très important par rapport aux besoins des enfants qui ne sont pas les mêmes que ceux d'un adulte. Bien quantifier que 30% des besoins d'un adulte, ça ne va pas être la même chose pour un enfant, forcément, ce sera plus. Alors, en ce qui concerne les systèmes d'information volontaire, là, je pense que vous connaissez tous les systèmes qui se développent, ce qu'on appelle les traffic lights, avec des codes colorés. Là, ces systèmes, ils ont pour objectif de faciliter la compréhension du consommateur. Sauf que dans la réalité, eh bien, on a vu les systèmes se multiplier avec des clés, des codes couleurs, des informations à la portion. Donc tous ces systèmes ont en fait amené à une confusion du consommateur puisqu'ils ne sont pas les mêmes. Et la Commission a décidé de mettre de l'ordre dans tout ça en proposant un encadrement. Donc pour tout ce qui est mise en avant de certains nutriments en dehors du tableau nutritionnel, eh bien, ce sera encadré. On peut faire un focus sur certains nutriments dans certaines conditions.
en face avant de l'emballage, c'est la première condition. Si vous voulez faire autre chose que le tableau, vous devez le faire en face avant de l'emballage. Donc ça, c'est en plus du tableau, hein, le tableau devra toujours apparaître. Donc vous pouvez faire un focus sur l'énergie seulement ou sur l'énergie plus 4 nutriments. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Si vous faites une mise en avant de la teneur en énergie de votre produit, vous pouvez le faire en face avant, en kilocalories et par 100 grammes 100 millilitres. De manière volontaire, vous pouvez compléter. J'ai choisi volontairement de présenter l'exemple sous la forme d'une icône, puisque c'est ce que les opérateurs ont tendance à développer, la présentation sous forme d'icône. Et vous verrez juste après que ça correspond, que ce que la Commission a proposé correspond à ce que l'industrie a développé au niveau européen. Et donc, de manière volontaire, vous pouvez aussi faire sur l'énergie, plus les graisses, les acides gras saturés, les sucres, et le sel. Donc, toujours sous forme d'icône ici, mais vous avez le choix dans la forme d'expression, avec des teneurs obligatoires que je ne vais pas forcément détailler de manière précise. C'est assez technique. Il faut s'approprier le texte pour bien comprendre ces mesures. Alors, nous, on considère que l'industrie européenne considère que c'est une reconnaissance du modèle développé au niveau européen par notre fédération européenne qui s'appelle Food Drink Europe, qui a développé un système d'étiquetage nutritionnel volontaire en plus du tableau, basé sur les repères nutritionnels journaliers qui sont les apports quotidiens de référence. En fait, il s'agit d'indiquer au consommateur qu'une portion de tel produit va lui apporter tant de grammes, par exemple, de graisse, de lipides, et va couvrir tant de ses besoins en lipides. Ça se présente comme ça, vous connaissez certainement le système. Donc c'est dire au consommateur, une portion de tel produit vous apporte 139 calories, 6 grammes de sucre, etc. Et en pourcentage, ça couvre tant de pourcents de vos besoins de la journée. Si on fait un comparatif avec le schéma que je vous présentais tout à l'heure, à part sur le nom des nutriments et sur leur ordre de présentation, ça correspond à ce que le texte propose, puisque donc l'information pourra apparaître en grammes par portion et indiquer le pourcentage des besoins couverts sur la journée. On est bon. Il reste, vous pouvez rajouter il reste quelques secondes. Oui, quelques secondes. Alors, je passe sur les éléments de fin. Ce qui sont le plus important, c'est sur les dates à retenir, puisque ce texte propose donc de nouvelles dispositions assez importantes à mettre en œuvre. Alors, la première date à retenir sur les dispositions qu'on appelle générales, sur tout ce qui est l'origine et la taille minimale, par exemple. La date d'application sera au 13 décembre 2014. À partir de cette date, tous les étiquetages devront être conformes aux obligations en termes de taille minimale et en termes d'indication de l'origine. Pour le tableau nutritionnel, là c'est plus compliqué, il y a 3 dates à retenir. Depuis le 13 décembre 2011 et jusqu'au 13 décembre 2014, les opérateurs ont le choix. Ils peuvent choisir d'appliquer la directive ou le règlement. Donc tout ce qui est étiquetage nutritionnel qui existe peut continuer à exister pendant les 3 ans à venir. À partir du 13 décembre 2014 et jusqu'au 12 décembre 2016, alors la directive sera abrogée. C'est-à-dire que tous les opérateurs qui font un étiquetage nutritionnel devront respecter le nouveau texte. Ça ne veut pas dire que ça devient obligatoire, mais ça veut dire que si vous faites un tableau, il doit être conforme au règlement. Et la date, évidemment, la plus importante, c'est le 13 décembre 2016. Toutes les denrées préemballées devront comporter un étiquetage nutritionnel. Donc, juste pour terminer en conclusion, ce sont des mesures importantes, beaucoup de questions qui se posent, mais du temps, puisqu'on a jusqu'à 5 ans pour résoudre et appliquer le texte. Merci Camille, merci Nicolas d'avoir su résumer cette législation à venir qui est quand même très dense. Je pense que l'ANIA et la Chambre de commerce international se tient à votre disposition pour des questions complémentaires. Merci à vous. Une question peut-être ?